Bienvenue dans la leçon numéro 20 du cours Architecture des ordinateurs, dans laquelle nous allons voir des notions sur le contrôle dans un processeur. Dans la leçon, nous allons voir trois parties. Notion de contrôle dans le processeur, la notion de micro-ordre et la notion du mot de contrôle utilisé par le processeur pour générer, ou plutôt par la partie commande du processeur, pour générer les micro-ordres et pour activer les unités fonctionnelles pour l'exécution des instructions. Donc nous commencerons par la partie contrôle, la notion de contrôle, dans laquelle, bien sûr, nous avons vu que le processeur, lorsqu'il procède à l'exécution d'une instruction, il y a un cycle d'exécution, bien sûr, du processeur. Une étape ne correspond pas forcément à un transfert entre composants électroniques. Elle pourrait correspondre à, bien sûr, une opération en interne, ou plutôt carrément sur un seul registre, par exemple, et il n'y a pas forcément un transfert via le bus interne ou entre composants. Chaque étape, bien sûr, sera décomposée en fonction, bien sûr, des leçons qu'on a vues jusqu'à présent en micro-ordre ou micro-instruction. Micro-ordre, lorsqu'on travaille sur des séquenceurs, ce qu'on appellera plus tard un séquenceur câblé, et micro-instruction dans le cas où on utilisera pour le séquencement des instructions un séquenceur micro-programmé. C'est l'ensemble des opérations élémentaires exécutables en un top d'horloge. Donc chaque étape, en principe, correspond à un top d'horloge. Sur chaque top d'horloge, bien sûr, processeur, la partie contrôle en fonction de l'instruction courante à exécuter, en fonction des conditions électroniques qui sont dans le registre d'état et en fonction du micro-ordre ou de la micro-instruction courante, bien sûr, elle génère des signaux pour exécuter l'étape suivante. Lorsqu'on parle de la notion de contrôle dans un processeur, on a bien remarqué dans la leçon numéro 21 que pour exécuter une instruction pour le programmeur, ou plutôt pour celui qui écrit le programme, même s'il est écrit en assembleur, une instruction, c'est une étape pour le programme. Donc, quand on écrit, par exemple, move D0 dans D1, ou plutôt add D0 D1, c'est pour le programme, c'est une étape. Pour le processeur, elle pourrait être plusieurs étapes. Pourquoi? Parce que le processeur récupère le code d'opération de l'instruction et il procède à l'exécution de cette instruction. Et pour l'exécuter, il va générer plusieurs micro-ordres pour pouvoir exécuter cette instruction. Donc on avait vu dans la leçon numéro 19 comment le processeur, pour récupérer l'instruction de la mémoire centrale, rien que l'étape de récupération de l'instruction, elle prend plusieurs cycles d'horloge parce qu'il envoie l'adresse, il sélectionne la case mémoire, il récupère le mot du code d'opération, il le met dans le registre instruction, il le décode et il envoie les signaux pour les unités fonctionnelles qui vont participer à l'exécution. Bien sûr, pour faire toutes, disons, ces étapes-là, c'est des micro-ordres qui sont envoyés. Donc, sur chaque top d'horloge, bien sûr, la partie contrôle, donc on a dit qu'en fonction de l'instruction courante dans le registre instruction, c'est le code d'opération de l'instruction qui est dans le registre instruction. Bien sûr aussi, pour certaines instructions, il prend en considération le contenu du registre d'état, les bits C, V, N et Z. Si par exemple on a une instruction de branchement conditionnel, l'instruction, elle prend en considération les bits qui sont dans le registre d'état pour pouvoir savoir ce qu'elle fait le branchement ou elle ne le fait pas, parce qu'elle va le faire en fonction d'une condition. Et bien sûr,
en fonction de du micro-ordre ou de la micro-instruction courante. Donc, on parle de micro-ordre ou micro-instruction selon si on est dans l'état de séquenceur câblé ou séquenceur microprogrammé. Parce que lorsqu'on parlera du séquenceur câblé, donc on a un état et la machine passe d'un état à un autre, parce qu'une instruction, même si elle a un seul code d'opération, pour le processeur, pour l'exécuter, des fois, il lui faut au moins 6, 7 tops d'horloge pour pouvoir l'exécuter. Chaque top d'horloge correspond à l'envoi d'un ensemble de micro-ordres. Et on passe d'un top d'horloge à un autre en franchissant une étape dans l'exécution d'une instruction. Une instruction peut prendre 4 tops d'horloge. Une autre instruction, en fonction des opérandes sur lesquelles il va faire l'opération, pourra prendre 7 cycles d'horloge. Et une autre instruction qui, par exemple, dispose de 2 opérandes en mémoire pourra prendre jusqu'à 12, voire jusqu'à 20 cycles d'horloge. Bien sûr, à partir de ces éléments, la partie contrôle détermine le prochain micro-ordre ou micro-instruction à exécuter. Donc je parle de micro-instruction parce que l'instruction, c'est ce qui écrit le programmeur, l'utilisateur, mais derrière le processeur pour exécuter cette instruction, je ne vais pas dire instruction, mais plutôt micro-instruction. Une micro-instruction, une instruction est un ensemble de micro-instructions ou de micro-ordres, selon si on est dans un cas câblé ou un cas microprogrammé. C'est quoi un micro-ordre? Bien sûr, on parle de micro-ordre ou micro-instruction. Donc on a dit qu'une instruction, pour l'exécuter, ça nécessite un certain nombre de tops d'horloge. Chaque top d'horloge, c'est une étape d'exécution de cette instruction et elle correspond à un ensemble de micro-ordres. Donc pour pouvoir voir comment le processeur génère ces micro-ordres, un micro-ordre, c'est un ensemble d'opérations élémentaires exécutables en un cycle d'horloge processeur, bien sûr qui est commandé par l'activation des signaux du chemin de données. Donc on a vu dans la leçon précédente, plutôt dans la 19e leçon, comment le processeur active les unités fonctionnelles avec des signaux précis d'activation pour pouvoir gérer l'accès au chemin de données qui est interne au processeur. Donc chaque signal envoyé vers une unité fonctionnelle qui va faire partie de l'exécution de l'instruction s'appelle un micro-ordre et fait partie du mode de contrôle ou de la micro-instruction. Donc bien sûr un micro-ordre permet le transfert de données d'un registre à l'autre. Bon, c'est des signaux de chargement des registres et des signaux de gestion du bus bien sûr. Donc qui permettent de gérer l'accès au bus et qui permettent bien sûr l'envoi des informations vers des registres ou à partir de registres vers des bus. Ces micro-ordres aussi qui permettent d'activer la bonne fonction dans l'unité arithmétique et logique pour faire le bon calcul. Si on veut faire une addition, on va envoyer le code qui correspond à l'addition vers l'unité arithmétique et logique. Donc c'est les signaux de commande de l'unité arithmétique et logique. Si on a une unité arithmétique et logique par exemple qui peut faire 8 fonctions, elle peut faire une addition, soustraction, multiplication, un certain nombre d'opérations. Donc elle aura à faire 8 fonctions. Donc on aura besoin de 3 bits qui vont être codifiés. Donc de 000 jusqu'à 111, ça nous fait 8 positions, 8 états. Chaque état correspondra à une opération ou une fonction de l'unité arithmétique et logique. Un micro-ordre pourrait générer des signaux de lecture-écriture dans la RAM, dans la mémoire centrale, et dans les périphériques aussi. Donc c'est des signaux qui peuvent activer la lecture, l'écriture et une sélection de boîtiers par exemple, ou une adresse trop par exemple pour dire que l'adresse est valide sur le bus de données.
Et bien sûr, dans la littérature, ou plutôt dans pas mal d'ouvrages, on confond le micro-ordre, qui sont les signaux, ou plutôt les micro-ordres, et les effets des micro-ordres, qui sont les transferts qui seront mis en jeu. Bien sûr, un micro-ordre, c'est un signal. Mais en général, dans les ouvrages, bien sûr, on dit que les micro-ordres sont les signaux et c'est ce mot de contrôle, ou plutôt ce micro-ordre ou cette micro-instruction permet le transfert de données. Donc, il y a la notion du signal et la notion du transfert qui sont un peu mélangées ici lorsqu'on parle de micro-ordre, micro-instruction ou mot, ou plutôt signal de contrôle. Donc, ce qui se fait en parallèle, bien sûr, dépend de l'organisation du chemin de données. Donc, on peut avoir un ou plusieurs bus internes au processeur. On pourrait aussi avoir des connexions directes entre les registres et on pourrait avoir une ou plusieurs unités de calcul. Donc, selon le type de machine, selon le type, plutôt selon l'architecture de la machine que l'on veut concevoir. Donc, si on a une machine dans laquelle on veut optimiser, par exemple, la partie contrôle, on pourrait prévoir une machine avec plusieurs bus. Et dans ce cas, il va falloir gérer l'accès à ces différents bus. On pourrait avoir, bien sûr, une unité de contrôle dans laquelle, ou plutôt un processeur dans lequel il y a une partie traitement qui peuvent, bien sûr, les registres peuvent communiquer entre eux sans passer, par exemple, par le bus. Comme on pourrait avoir dans le cas où on a une machine qui supporte le pipeline et qui supporte bien sûr le parallélisme, d'avoir une ou plusieurs unités de calcul pour pouvoir séparer les différentes étapes qu'on avait vues dans l'instruction, étape lecture d'instruction, étape décodage, étape recherche des opérandes, étape exécution et étape rangement du résultat. On pourrait prévoir bien sûr une machine qui a par exemple plusieurs unités arithmétiques et logiques et chaque unité arithmétique et logique est associée à un étage de l'architecture. Et dans ce cas, là aussi, il va falloir gérer cette architecture, gérer ce parallélisme, ce traitement en parallèle que l'on pourrait faire justement pour optimiser le fonctionnement de notre machine. Donc, un ensemble de signaux de contrôle, de micro-ordres, lorsqu'ils sont regroupés, ils font ce qu'on appelle un mot de contrôle. Et le processeur, bien sûr, lorsque un concepteur d'une machine conçoit une machine, en fonction de ce qu'il a comme unité fonctionnelle dans l'unité de traitement et dans l'unité de commande, il prévoit autant de signaux pour pouvoir commander ces unités fonctionnelles. Lorsqu'on fait la somme de l'ensemble des signaux, on constitue ce qu'on appelle un mot de contrôle. Et le mot de contrôle doit prendre en considération l'ensemble des signaux qui pourraient être générés par la partie qui fait le séquencement de l'exécution des différentes étapes d'exécution d'une instruction, justement pour en tenir compte de l'ensemble de ces signaux. Donc un mot de contrôle, c'est le mot binaire qui est constitué par l'ensemble des signaux à émettre sur le chemin de données pour exécuter les micro-ordres. Donc un bit pour chaque signal du chemin de données. Donc on totalise le nombre de signaux qu'on a à émettre, ou plutôt le nombre d'unités fonctionnelles à commander. On fait la somme et on dit que le mot de contrôle est composé de tels signaux de tant de bits. Donc prenons l'exemple ici qu'on avait déjà pris. On a 4 sources d'information et 3 destinations. Et un micro-ordre consiste bien sûr à activer une porte ici par exemple pour transférer une donnée entre S2 et D0, de S2, si je veux l'envoyer vers D0, donc je dois activer le E2 et je dois activer le LD0 ici. Donc ici, si je considère que ma machine ne dispose que de ces éléments fonctionnels, je vais avoir 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 bits dans mon mot de contrôle. Donc ça, c'est un micro-ordre. Et l'ensemble des bits de mon architecture constitueront le mot de contrôle. Donc ici, pour transférer S2 vers D0, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner uniquement les bits qui seront concernés par ce transfert. Pour effectuer le passage de l'information de S2 vers D0 par exemple, ben, je dois activer le micro-ordre E2 pardon, pour ouvrir la porte ici, pour que la donnée qui est là passe dans le bus interne, et je vais activer avec un 1 le LD0 qui est dans la destination ici, pour que la donnée qui est sur le bus passe dans le D0. Si je veux par exemple envoyer S3 vers D1 et en même temps vers D0, ça veut dire que je vais faire un transfert en parallèle, eh bien, je vais activer le S3 ici, le E3, et je vais activer en même temps le D0, le LD0 et le LD1 ici. Donc, je vais avoir le E3 à 1, le LD0 à 1 et le LD1 à 1. Donc, mon mot de contrôle aura bien sûr une taille fixe, et pour effectuer les échanges, puisque une instruction s'exécute en plusieurs tops d'horloge, chaque phase importante de mon instruction, je vais lui associer un micro-ordre. Et je ne vais activer que les bits qui vont intervenir dans cette phase. Si par exemple une instruction nécessite 7 cycles d'horloge pour s'exécuter, ben, le premier cycle d'horloge se traduira par l'envoi sur le chemin de données d'un mot de contrôle dans lequel il n'y aura que les signaux qui vont rentrer en jeu pour le premier top d'horloge pour activer les unités fonctionnelles qui vont être actives pour le premier top d'horloge. Dans le deuxième top d'horloge, je vais activer d'autres micro-ordres. Troisième top d'horloge, je vais activer d'autres signaux du micro-ordre, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'exécution de mon instruction. Donc, un mot de contrôle, bien sûr, est constitué de l'ensemble des signaux à émettre sur le chemin de données. Donc, si je reprends la configuration qu'on a vue dans la leçon numéro 19, donc j'ai l'unité arithmétique et logique, j'ai l'accumulateur, j'ai le registre X et j'ai le registre Y, j'ai les registres internes de traitement, de travail que l'utilisateur peut utiliser, le registre adresse ici, le registre mot, donc ça c'est un registre qui est connecté au bus adresse, ce registre est connecté au bus de données, le compteur de programme et le registre instruction. Donc l'ensemble de ces registres auront des signaux d'activation. Donc je vais les comptabiliser, je vais comptabiliser aussi les signaux qui vont m'activer les entrées de l'unité arithmétique et logique et les signaux qui vont m'activer la sortie de l'unité arithmétique et logique, et je vais composer mon mot de contrôle. Et bien sûr, ce mot de contrôle sera composé par un ensemble de signaux que je vais stipuler. Par exemple, je vais prendre pour le chargement des registres XIN pour envoyer une donnée dans le registre X, YIN pour envoyer une donnée dans le registre Y, la même chose pour Z. PCIN, c'est pour forcer le registre, le compteur de programme à prendre une valeur, surtout dans le cas où j'ai un branchement absolu. Donc je prends l'adresse absolue et je la mets dans le compteur de programme. SPIN est ça me permet d'incrémenter le pointeur de pile. SPIN permet de mettre une valeur plutôt dans le pointeur de pile. La même chose ici, je peux mettre une valeur dans le registre, je peux prendre le contenu par exemple du bus et je le mets dans le registre instruction, RM aussi et RA. Donc RA surtout lorsque je veux transférer une adresse sur le bus d'adresse, et RM in, c'est dans le cas où je veux par exemple envoyer une donnée sur le bus de données
ou récupérer une donnée à partir du bus de données. Donc X, Y, Z, c'est les registres de l'unité arithmétique et logique, le compteur de programme. Donc je peux lui mettre une valeur, comme je peux aussi récupérer une valeur de ce registre. Pointeur de pile, registre instruction et les registres qui pilotent le bus adresse et le bus de données. Je peux aussi faire un transfert registre sur bus interne. Donc Z-out, c'est pour envoyer le contenu de l'accumulateur, le registre Z de l'unité arithmétique et logique sur le bus interne. PC-out permet aussi de placer le contenu du compteur de programme sur le bus interne. SP-out, la même chose. RM-out aussi, lorsque je veux récupérer par exemple une donnée à partir du bus de données qui est déjà dans le registre MO, le registre M, je veux la mettre sur le bus interne pour une autre utilisation, par exemple, par l'unité arithmétique et logique, dans un but de la placer dans un des registres de l'unité arithmétique et logique. Et RA out, bien sûr, pour placer le contenu du registre adresse sur le bus adresse. Bien sûr, je pourrais aussi avoir des signaux qui me permettent d'incrémenter ou de décrémenter un certain nombre de registres. Donc pour pouvoir, par exemple, incrémenter le compteur de programme, je peux envoyer un signal PC Inc d'incrémentation du compteur de programme. Je peux aussi avoir un signal d'incrémentation du pointeur de pile, comme je peux avoir un signal de décrémentation du pointeur de pile, puisque, bien sûr, au niveau du compteur de programme, on ne peut avoir que l'incrémentation, on ne peut pas avoir de décrémentation. Par contre, la pile, elle peut évoluer dans un sens positif comme elle peut évoluer dans un sens négatif, puisque lorsque j'empile dans la pile, elle se décrémente, et lorsque je dépile, elle s'incrémente. Lorsque je veux transmettre des paramètres, par exemple à un sous-programme, je décrémente la pile, j'empile dans la pile, mais je la décrémente, elle va dans le sens négatif. Et bien sûr, quand je reviens, par exemple, d'un sous-programme, la pile s'incrémente. Donc quand je branche vers le sous-programme, l'adresse de retour est sauvegardée dans la pile, et la pile se décrémente. Et quand je reviens d'un sous-programme, la pile s'incrémente, je récupère l'adresse de retour, et la pile s'incrémente pour revenir à son état initial. Je peux aussi avoir, dans le mot de contrôle, un certain nombre de signaux de commande de l'unité arithmétique et logique. Donc ici, je peux avoir un signal de mode de fonctionnement de l'unité arithmétique et logique, et je pourrais avoir un certain nombre de bits, F1, F2, F3 par exemple, qui me permettent d'activer une fonction parmi 8 fonctions. Donc avec 3 bits, je peux avoir jusqu'à 8 fonctions possibles pour notre unité arithmétique et logique. Je peux avoir aussi des signaux de sélection de registres internes. Bien sûr, la taille de ce mot de contrôle est très importante. Il ne faut pas que ce mot de contrôle ait une taille très grande. Ça pourrait mettre en péril, bien sûr, les performances d'un processeur. Donc quand on a par exemple 8 registres, comme ce qui est le cas pour le 68000, on peut disposer de 3 bits pour codifier ces 8 registres. Donc je peux avoir par exemple des bits R0, R1, R2 qui me permettent de codifier les registres de D0 jusqu'à D7 par exemple. Donc lorsque j'ai 0, 0, 0, c'est le registre 0, D0. Lorsque j'ai par exemple 1, 1, 1, c'est le registre D7 ou R7. Aussi, on pourrait avoir des signaux de lecture-écriture, registre. Donc ces signaux me permettent, donc je sélectionne le registre, un registre parmi les 8 registres, et j'envoie le signal de lecture ou d'écriture. Donc si je veux lire le registre, donc je mets load L, donc je vais envoyer l'impulsion L, et le contenu du registre sera placé sur le bus. Par contre, si je veux écrire dans le registre, donc avec les 3 bits qui me sélectionnent le registre, donc je sélectionne le bon registre, et le signal S va me permettre de stocker la donnée qui est sur le bus dans le registre en question qui a été sélectionné. Je pourrais aussi avoir des signaux d'accès mémoire. Donc on peut avoir un signal read-write. Donc le signal read-write permet de
signaler à la mémoire l'opération de transfert que veut faire le processeur. Donc, si je veux faire une lecture, ben, c'est le signal read qui sera positionné. Et si je veux faire une écriture, c'est le signal write qui sera positionné. En plus des signaux read, write qui permettent de fixer le sens du transfert entre le processeur et la mémoire centrale, ou plutôt avec un périphérique, ou plutôt avec une interface ou un contrôleur, on a les signaux address strobe et data strobe. Donc address strobe, en général, sont sur certains processeurs est positionné à 0 lorsque la donnée, ou plutôt lorsque l'adresse est stabilisée, est stable sur le bus adresse. Parce que lorsque le processeur veut lire ou écrire à partir d'une mémoire, ben la première des choses qu'il fait, c'est qu'il envoie son adresse sur le bus adresse. Après, s'il s'agit d'écriture, il envoie la donnée sur le bus de données. S'il s'agit d'une lecture, il n'envoie que l'adresse et il attend la donnée à partir de la mémoire centrale. Donc, ici, on peut avoir adresse strobe pour dire à la mémoire ou à la périphérie que l'adresse est valide sur le bus d'adresse. Et on peut aussi avoir data strobe pour dire aussi à la périphérie que la donnée est valide sur le bus de données pour qu'elle puisse la récupérer. Bien sûr aussi, on pourrait avoir une machine qui fonctionne en asynchrone, c'est-à-dire un bus en asynchrone, et dans ce cas, il y a besoin d'autres signaux, des signaux d'accusé de réception, puisque un transfert asynchrone n'est pas de la même façon que qu'un transfert synchrone. Le transfert synchrone, le processeur n'attend pas la réponse de la périphérie, ou plutôt de la mémoire centrale. Lorsqu'il veut faire une lecture, il envoie l'adresse, le signal de lecture, et au bout d'un certain top d'horloge, il récupère l'information qui est sur le bus. Par contre, dans le cas où on travaille en mode asynchrone, il doit attendre l'accusé de réception de la mémoire ou de la périphérie. Donc, il y a un signal supplémentaire qu'il va falloir prendre en considération dans notre mot de contrôle. D'où on peut déduire un mot de contrôle, par exemple pour la configuration ou l'architecture qu'on a vue tout à l'heure, qui peut être composé de 28 bits. Donc on a ici notre PC Inc, PC Out. Je peux avoir RA-IN par exemple, RM-IN, RE-IN, RM-IN, RM-OUT, X-IN, Y-IN, ainsi de suite. Donc on a ici tous les signaux qui permettent de piloter, bien sûr, les différents registres de l'unité arithmétique et logique, le registre qui est connecté sur le bus de données, et le registre qui est connecté sur le bus adresse. Donc ça, c'est une partie du mot de contrôle de 14 bits. Et les autres 14 bits pourraient être, bien sûr, ici, une remise à 0 de X, remise à 0 de Y, un signal de lecture, bien sûr. Je pourrais avoir aussi des signaux de commande de l'unité arithmétique et logique. Bon, ça dépend, bien sûr, des fonctions que fait notre unité arithmétique et logique. Bon, ici, on a S0, S1, S2, S3, S4 et le clear de l'unité arithmétique et logique. Donc, on a à peu près, ici 6 signaux qui pilotent l'unité arithmétique et logique, qui pourraient faire à peu près la totalité ou l'ensemble des opérations arithmétiques et logiques. Et bien sûr, on a ici les 3 bits qui permettent de sélectionner un registre parmi 8 qu'on a prévu dans notre architecture. Et un bit, bien sûr, de fin pour signaler que l'instruction, la fin de l'exécution de l'instruction. Donc, pour simuler un peu l'envoi de ces signaux par l'unité de commande, ou plutôt par le micro-ordre, les différents micro-ordres envoyés par le processeur, donc on peut les voir sur une instruction telle que l'instruction add D2 et D1. Donc on envoie, bien sûr on va récupérer l'instruction add D2, D1 fait la fonction, elle permet d'additionner D2 à D1 et le résultat est stocké dans D1. Par conséquent, le contenu de D1 initial sera écrasé. Donc on prend le contenu de D1, on lui rajoute D2 et on le place dans D1.
Donc on ne trouvera après l'exécution de cette instruction dans D1 que le résultat de la somme. Donc l'unité de contrôle, ou plutôt le séquenceur qui va permettre de séquencer l'exécution de notre programme, va pouvoir récupérer le contenu du registre D2, il va le mettre dans le registre X de l'unité arithmétique et logique. Donc pour pouvoir le mettre ici, donc il faut ouvrir la porte E2. Après, envoyer le signal de chargement au registre X. Et après, ouvrir la porte E1 ici. Donc pour récupérer le contenu de D1, l'envoyer vers l'entrée Y de l'unité arithmétique et logique par l'envoi du signal ici sur l'entrée Y et envoyer la fonction ici correspondant à l'addition. Donc après l'envoi de la commande d'addition ici, qui correspond à l'addition, bien sûr, le résultat sera stocké dans Z. Donc X, donc on aura le contenu de D2 qui est là, le contenu de D1 qui est dans Y, il va faire la somme des deux et il va les placer dans Z. Et un troisième top d'horloge va prendre le contenu de Z, il va le placer sur le bus interne et en ouvrant ici dans l'autre sens, la donnée sera placée dans D1. Donc pour exécuter cette instruction, on aura besoin d'un top d'horloge, d'un deuxième top d'horloge et d'un troisième top d'horloge. Donc c'est 3 micro-ordres. Donc c'est le mot de contrôle qui est composé de 28 signaux, de 28 micro-ordres, sera envoyé 3 fois en positionnant à 1 uniquement les signaux qu'on voit ici dans la configuration. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler du micro-ordre d'accès mémoire en lecture ou en écriture, parce que la mémoire centrale est une unité externe, malgré qu'elle est externe au processeur. Bien sûr, le processeur a énormément besoin de cette mémoire pour effectuer toutes les opérations qu'il fait. Ne serait-ce bien sûr que pour récupérer les instructions du programme et les données aussi sur lesquelles vont travailler ces instructions. Donc, à chaque fois, il a besoin de cette mémoire. Donc, on est obligé d'avoir des micro-ordres qui permettent de piloter cette mémoire. Bien sûr, pour pouvoir faire une opération, un accès à cette mémoire en lecture, le premier micro-ordre qui sera envoyé, bien sûr, est d'affecter le registre d'adresse RA, parce que pour pouvoir accéder à la mémoire en lecture, on doit d'abord envoyer l'adresse de la case mémoire qu'on va lire. Donc, il faut placer d'abord l'adresse dans le registre RA, en interne, à l'intérieur du processeur. Une fois cette adresse est placée dans le registre RA, il va falloir placer le contenu de ce registre RA sur le bus de données. Donc, on a RA, bien sûr, et bien sûr, il faudrait mettre aussi le signal adresse strobe à 0 pour dire à la mémoire que l'adresse qui est sur le bus adresse est valide. Il faut activer le signal read-write. Donc, read, lorsqu'on veut faire une lecture, on positionne read-write à 1. Lorsqu'on veut faire une écriture, on positionne le signal read-write à 0. Et mettre DS à 0, il doit être maintenu à 0. Et maintenir plutôt adresse strobe à 0. Et read-write, bien sûr, doit être à 1. Troisième étape, maintenir bien sûr adresse strobe, puisque l'adresse elle est toujours sur le bus adresse et on veut récupérer la donnée de la mémoire centrale. Adresse strobe et DS doivent être maintenus à 0, read-write à 1, le temps que la mémoire positionne la donnée sur le bus de données. Ça pourrait prendre 3 cycles d'horloge, ça pourrait prendre 4 cycles d'horloge. Tout dépend de la fréquence de fonctionnement et le temps de réponse de cette mémoire.
Donc, étant donné que le processeur est beaucoup plus rapide que la mémoire, bien sûr, ces signaux doivent être maintenus sur le bus jusqu'à ce que la mémoire place la donnée sur le bus. Donc, si on travaille en mode synchrone, ben, il va attendre autant de cycles d'horloge qui sont nécessaires à la mémoire centrale pour placer la donnée. Et après, il va venir récupérer cette donnée. Donc, maintenir... bien sûr, même dans le cas de la lecture de la donnée, il doit maintenir adresse strobe et datastrobe à 0, read-write à 1, et la valeur bien sûr lue sera disponible sur le bus mémoire, ou plutôt sur le bus de données, sur le registre mot de la mémoire, et en même temps sur le bus de données. Une fois le processeur bien sûr récupère cette donnée, ben, il remet adresse strobe et datastrobe à 1, et bien sûr, la donnée se trouve dans le registre RM du processeur. Donc, il a récupéré la donnée et il peut la mettre là où il faut la mettre, dans l'unité arithmétique et logique par exemple, ou dans un autre registre. Donc, quant à l'accès mémoire en écriture, donc bien sûr, il affecte le registre d'adresse, RA. Donc, lorsqu'on veut faire une écriture, on place l'adresse de la case mémoire qu'on va écrire dans le registre RA. Celui-ci aussi est positionné dans le registre, dans le bus adresse. Et on active adresse strobe, on le place à 0. Et read-write à 0, puisqu'on va faire une écriture dans la mémoire centrale. Bien sûr, le temps nécessaire à la mémoire pour pouvoir récupérer une donnée est beaucoup plus long par rapport au processeur. Donc on doit maintenir adresse strobe et read-write à 0 et mettre datastrobe aussi à 0 pour faire passer la donnée à écrire dans la mémoire, dans le registre mot, sur le bus mémoire, sur le bus de données bien sûr. Donc une fois la donnée stabilisée sur le bus de données, ça veut dire que la mémoire pourrait la récupérer. Seulement, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir écrire. Donc on avait vu que en lecture, on a besoin que du signal TA, de temps TA. Par contre, pour écrire, on a besoin de TA plus TC, le TC et le temps nécessaire pour mettre à jour la case mémoire. Donc on doit maintenir bien sûr adresse strobe, datastrobe et read-write à 0 et la donnée est maintenue sur le bus mémoire jusqu'à ce que la mémoire le récupère. Une fois la mémoire, on est sûr que la mémoire a récupéré la donnée, on remet à 0 le registre, plutôt les bits adresse strobe, on les remet à 1, adresse strobe, datastrobe et read-write, on les remet à 1 pour marquer la fin du transfert. Donc, à ce moment, on arrive à la fin de notre 20e leçon. Pour tout complément d'information ou questions, vous pouvez vous connecter au site Net2Know et vous cliquez sur MedNetU. Je serai à votre disposition et merci.